Bon Franck, maintenant j'aimerais te poser quelques questions. Sans que tu développes, tu ne me fais pas des réponses de 5-10 minutes, mais vraiment, sois bref s'il te plaît. Alors, déjà on est au soleil là, donc on prend une petite cure de vitamine D. Est-ce que tu penses que la vitamine D c'est bon pour la santé et est-ce que c'est bon pour les sportifs? C'est pas bon, c'est excellent. Et je dirais même que beaucoup de sportifs sont carencés en vitamine D. Donc c'est bon pourquoi? Parce que c'est bon pour le système hormonal, notamment la testostérone, c'est bon pour le système immunitaire. En fait, c'est bon pour plein de choses. Et comme je le dis, on est souvent carencés parce que l'hiver, on ne se charge pas. Et maintenant, les gens, très peu de gens passent plus d'une demi-heure dehors, métro, boulot, dodo. Et moi, je m'astreins à 30 minutes minimum d'exposition au soleil par jour. Et l'hiver, dès que je vois un peu de soleil, je me mets au soleil. Si on ne peut pas le faire, prendre des compléments alimentaires. Mais c'est nécessaire et je dirais même indispensable. Voilà. D'accord, très bien. Est-il vrai que prendre un petit déjeuner est essentiel et important? Faux. C'est pas obligatoire. La preuve, les gens font de jeûnes intermittents. Moi, en l'occurrence, je fais les 16-8, donc je mange pas pendant 16 heures et je mange sur une fenêtre de 8 heures. J'ai jamais eu d'hypoglycémie. Des gens qui ont du diabète, ma femme en l'occurrence, fait le jeûne intermittent. Elle n'a jamais fait d'hypo. On a assez de réserves glycogéniques, si on consomme suffisamment de glucides, bien sûr, pour faire du sport sans problème. Moi, je fais du sport à jeun, ainsi de suite. Sauf que si on fait des sports d'endurance ou des sports où ça nécessite plus d'une heure et demie d'activité physique, là, c'est bien quand même de prendre un petit déjeuner. Mais si on fait des efforts de moins d'une heure, aucune obligation. Ça, c'est vraiment un dogme culturel de dire que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. C'est faux. Ce qui compte, c'est le nombre de calories dans la journée, le bon équilibre protéines, glucides, lipides. S'il y a une bonne répartition avec tout ce qu'il faut en sels, minéraux, vitamines, aucun problème. C'est un dogme. Ok, ça marche, merci. Idéalement, combien de repas un sportif doit-il faire chaque jour? Bon, bien sûr, on ne peut pas comparer un tennisman et un bodybuilder. Donc, on va dire quelqu'un qui, je ne sais pas, un karatéka ou un haltérophile, par exemple. Ouais, c'est pas du tout le même monde, mais bon, on va dire que pour le karatéka, 3 repas peuvent suffire. 3 repas plus une collation, ça veut dire s'il prend un petit déjeuner, le midi et le soir, avec une collation, notamment avant l'entraînement, s'il veut être performant, c'est possible, genre vers 15 heures. Et puis par contre, si c'est un haltérophile ou un culturiste, quelqu'un qui fait de la force, il faut quand même 2,2 grammes par kilo de poids de corps en protéines. Sur 2 repas, 3 repas, c'est compliqué. À raison de 40 grammes par repas, ça fait 120 grammes. S'il fait 80 kilos, c'est léger, il faudrait qu'il en ait au moins 160, 170. Donc on augmente les repas, c'est ce que je fais. Le top, c'est 3 repas solides et 2 voire 3 collations. 2 collations, ça veut dire prendre des protéines, genre de la whey, le matin à 10 h et une fois à 15 h. Et avant de dormir, de la caséine, parce que c'est à digestion lente. Donc tu vas bénéficier pour anaboliser au maximum pour le lendemain. Voilà. D'accord. Ça dépend, encore une fois, de l'objectif. D'accord, ça marche. Quel est le petit déjeuner idéal pour un sportif? Alors moi, je dirais beaucoup de protéines, parce qu'il y a quand même une dégradation protidique la nuit. Donc bonne protéine, pas mal de lipides, des bons lipides, parce que ça va favoriser un bon cholestérol et forcément, ça va te permettre d'avoir un bon environnement de testostérone, puisque c'est fait à base de cholestérol, en tout cas ça part du cholestérol. Et puis un petit peu de glucides, mais pas plus que ça. Mais bien protéines, lipides, des œufs, du jambon à la rigueur, avec des noix du Brésil, des lentilles, des légumineuses par exemple, et puis se prendre un petit fruit. Voilà, et un bon café sans sucre, c'est parfait. D'accord, ça marche. Alors, quelle quantité de fruits un sportif doit-il manger chaque jour, en sachant que, on te dit, manger au moins 5 fruits et légumes par jour, alors qu'en réalité, c'est des portions de 80 grammes de fruits et de légumes. C'est ça. Ça, c'est pour un non-sportif, et pour un sportif, c'est 10. Donc, pour un sportif, en gros, ce serait 800 grammes. Mais alors, encore une fois, si tu manges que des cerises ou que du concombre, voilà, il faut varier. Bah ouais. Et ça dépend du poids, ça dépend... Ça, c'est une norme, on va dire, générique, quoi. Mais moi, je dis que tu manges une banane, une pomme par jour, c'est bien. Ça suffit, parce que la banane, c'est hyper énergétique. La pomme, ça cale, ça te donne du sucre. Effectivement, il ne faut pas abuser des fruits, parce que les fruits, quand même, c'est du sucre. Donc, si tu veux garder un corps en bon état, sec, et pas trop déclencher l'insuline et abîmer ton pancréas, 2, 3 maxi. Le dogme, manger beaucoup de fruits, les légumes, oui. Légumes, légumineuses, ouais. D'accord. Est-il bon de boire du Red Bull et des boissons énergisantes? Ah, sûrement pas. Quand on voit ce qu'il y a dedans, je risque pas d'être influenceur pour ce genre de produit. Non, pas bon du tout. Il y a la taurine, mais il n'y a pas que ça, il y a plein de sucre. Bah non, c'est pas bon du tout. Red Bull, Burn, Monster, Dark Dog, tout ça. Non, je suis contre ça. C'est plein de trucs chimiques. Non, il y a tellement de produits que je ne saurais même pas les lister. Non, c'est pas bon. Non, ce qui est un bon truc pour avant de t'entraîner, tu prends un double expresso, tu te prends une bonne protéine avant avec des noix de cajou, noix du Brésil, c'est parfait. Ok, ça double marche. expresso et tu peux envoyer.
D'accord, ben déjà, juste je me permets, en France j'en sais rien, mais au Royaume-Uni je sais qu'il y a un peu plus de 20 000 personnes chaque année qui font des crises cardiaques juste à cause du Red Bull et des boissons énergisantes. Pas boissons énergétiques, boissons énergisantes. Énergisante, c'est pas pareil. Et aux États-Unis, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes par an qui font des crises cardiaques ou des AVC. Et on le dit pas ça. Donc voilà. C'est très dangereux. Ensuite, les boissons et les barres énergétiques, donc pas énergisantes, énergétiques, sont-elles utiles pour avoir de l'énergie à l'entraînement et avant l'entraînement? Non, encore une fois, si tu as consommé suffisamment de calories et de sucre pour que ça devienne du glycogène, une fois que tu as rempli tes réserves glycogéniques dans ton foie, dans tes muscles, si tu prends plus, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas stocker, c'est psychologique. Je prends une barre énergisante comme tu veux ou une barre de je ne sais quoi, ça va te donner du sucre, mais puis ça en a consommé assez, pourquoi tu vas en remettre? En plus, c'est plein de mauvais sucres, des fois il y a du sucre rapide dedans, non, ça sert à rien. Ok. Je suis contre. Ça marche. Faut-il prendre un shaker de protéines après l'entraînement? Alors, ça dépend. Si comme moi je m'entraîne à jeun et puis à midi, je mange derrière, je prends une bonne portion de poisson avec des bons légumes, un petit peu de féculents et un petit 2 carrés de chocolat noir, pas besoin. Par contre, si tu t'entraînes à jeun le matin à 7 h et que tu es pratiquant du jeûne intermittent, tu ne vas pas, après l'entraînement, rester, il y a une fenêtre anabolique d'une heure environ après l'entraînement, tu ne vas pas rester de 9 h à midi sans manger. Dans ces cas-là, il faut prendre un shaker avec un petit peu de glucides pour faire une sécrétion d'insuline pour fixer mieux la protéine, quoi. Mais là, c'est pas obligé. Moi, je connais des gens qui ne prennent jamais de shaker parce qu'ils consomment suffisamment de protéines solides. Mais quand tu as un travail où tu es dans un bureau, tu ne vas pas sortir ton blanc de poulet et tes œufs. Donc, tu prends un shaker avec de l'eau, c'est plus rapide. Voilà. Ok, ça marche. Il faut être logique, en fait. Quelle quantité de protéines faut-il consommer par jour? Admettons pour un non-sportif, allez, une personne qui veut se remettre en forme. Parce que les sportifs... 1,4 g par kilo de poids de corps, ça suffit. S'il fait du sport, pas de force, mais un sport intensément, on va dire 1,7 g, 1,8 g. S'il fait du bodybuilding ou des sports de force, vraiment il fait de la muscule plusieurs fois par semaine, c'est 2 à 2,4 g maxi. Plus ça sert à rien, tu flingues tes reins et ça sert à rien parce que ça va se transformer en graisse parce que c'est un surplus. Mais c'est sûr que les scientifiques disent 2 à 2,2 g, mais quand on regarde un peu toutes les méta-analyses, ça peut aller à 2,4 g. Ok, voilà. Je connaissais un monsieur qui est très âgé maintenant, il a à peu près 80 ans. Il était champion de France et champion d'Europe en bodybuilding et lui-même avait une salle et avait formé plusieurs champions de France en bodybuilding. Et lui, pareil, il me disait la même chose que toi. Il me disait 2,2 g, 2,4 g et tout ce qu'on voit dans les magazines, 3,3 g par kilo de poids de corps, ça c'est pour vendre en fait. Évidemment. Et c'est des gens dopés et puis même ça leur sert même pas en vrai. Il faut savoir que déjà ils le font pas. Tout ce qu'ils disent quand ils disent qu'ils boivent 7 litres d'eau par jour, c'est n'importe quoi. Tu fais ça, tu vas crever parce que tu vas perdre tous les sels minéraux. Enfin, c'est une catastrophe. La balance sodium-potassium va se dégrader. Et en fait, c'est pour vendre parce que plus tu dis que tu en prends, plus tu vas vendre de pots de protéines. Et comme tous les magazines de muscles ne se vendent pas suffisamment pour survivre, c'est sponsorisé par les compléments alimentaires. Donc ils ont tout intérêt à, c'est comme les influenceurs, à dire des trucs comme ça. C'est faux, mais c'est la folie. Prendre 4 grammes, j'ai vu, 4 grammes, 4 grammes 5, c'est n'importe quoi. Ça marche. C'est trop. Quelles sont les meilleures protéines pour un sportif? Les gainers, la whey protéine ou autre, la caséine? Je l'ai dit, la whey en journée et la caséine le soir. Les gainers, je suis contre, parce qu'il y a plein de sucre. Et je pense que tu risques de faire de la masse, oui, mais prendre aussi du gras. Donc c'est ce qu'on appelle de la masse grasse. Moi, je préfère la masse sèche. Donc whey en journée et caséine le soir. D'accord. Après, quelle alimentation pour brûler rapidement les graisses? Il n'y en a aucune. Juste diminuer un peu les glucides, virer les sucres rapides, et puis consommer 2 à 2,4 g pour la protéine et consommer beaucoup de bons lipides, poissons gras, ainsi de suite, noix de cajou, noix du Brésil. Mettre de l'huile d'olive, moi je mets dans les shakers des fois, l'huile d'olive, une cuillère d'huile dans les shakers. Et c'est très bon, ça se dilue bien. Pourquoi? Parce que ça donne suffisamment d'oméga 3 et de cholestérol pour fabriquer de la testo. Parce que moi, mon truc, pour la muscu, j'ai bien compris que ce n'est pas le programme qui fait le muscle, c'est la façon dont tu vas fixer une fois que tu auras catabolisé, que tu auras cassé tes fibres. Comment tu vas faire pour anaboliser derrière? Et ce qui fait anaboliser, c'est les hormones. DHEA, hormones de croissance et la testostérone. Donc moi, à mon âge, je fais tout pour garder un taux de testo élevé, le plus élevé possible, même s'il est moins élevé qu'un homme de 20 ans. Okay. C'est ça le truc, c'est pas l'entraînement que l'entraînement. Ok, ça marche. Ensuite, comment faire pour perdre le gras en bas du ventre? Ah, très compliqué. Pourquoi? Parce que c'est la partie la plus difficile. En général, il faut descendre à peu près à 8% de gras, ce qui est très peu. En fait, moi, j'ai ma logique. On ne peut ne pas la partager. C'est que je pars du principe que quand tu veux vraiment être sec et avoir vraiment ici le triangle et que tu veux arriver à avoir les abdos du bas, il faut que tu sois en dessous de 10%. Et le problème, c'est que quand tu es en dessous de 10%, tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien parce que ce n'est pas physiologiquement naturel.
Il faut être entre 10 et 12 pour être bien. Et moi, pour l'avoir fait, parce que j'avais fait une démo à Bercy, j'étais descendu à 7%, j'étais pas bien, j'avais de la tachycardie. C'était un test que j'ai fait. J'étais pas fort, j'étais fragile et t'as plus de libido, t'as plus rien, quoi, parce que tu flingues, c'est hormonal. Donc ceux que tu vois strier toute l'année et tout, bah, ils sont pas naturels. Voilà. Naturel, il faut être entre 10 et 12, donc en général, tu as un petit bourrelet en bas. Okay. Et c'est très bien pour ta santé. Les sportifs peuvent-ils boire de l'alcool, du vin, de la bière, du ricard, de la vodka, du rhum, du whisky? Est-ce que tu conseilles ça? Sûrement pas. J'ai fait une belle vidéo YouTube. Il faut savoir que quand tu prends beaucoup d'alcool, tu transformes ta testo en hormone femelle. Ça c'est prouvé, la bière particulièrement, les oestrogènes, tout à fait. Et ce qui se passe, bah, tu détruis ton environnement hormonal. Alors c'est pas une bière de temps en temps qui va te tuer, mais si tu en consommes tous les jours, bah, tu as le ventre du buveur de bière qui part en avant. Et puis si tu consommes des alcools forts, c'est du sucre et c'est de la calorie poubelle, calorie qui sert à rien. Et ton foie il déguste. Par contre, boire un bon verre de vin tous les jours, le midi, boire 2 verres, aucun problème, mais du bon vin rouge. Et une bonne bière pour la récupération des sportifs. Connerie ça, c'est pareil, c'est on dit, c'est les dongs ça. Parce que je te l'ai dit, s'il y a un truc qu'il ne faut pas prendre, c'est la bière. Non, c'est pas vrai ça. Ok, ça marche. Le CBD est-il utile et efficace pour la récupération et la relaxation des sportifs? Alors, bon, il y en a qui se fument, il y en a en baume, il y en a dans le chocolat, dans le thé, il y en a partout. Alors, des fois je dis, j'en sais rien. Et bien là, je vais te dire, j'en sais rien, joker. Pourquoi? J'en ai jamais consommé. J'ai pas suffisamment de gens qui en consomment autour de moi pour en faire une étude sérieuse. C'est pas parce que tu connais 5 personnes sur qui ça marche que ça marche sur tout le monde. Et les études tendent à dire que c'est efficace pour la récupération pour ceux qui ont du mal à dormir. Les études. Sauf que le panel est pas assez large pour moi et c'est pas parce qu'il y a 5 études qui peuvent être payées par les vendeurs de CBD, on est bien d'accord. Les études sont pas toujours objectives et je me dis que je suis pas capable, vu ce que je lis, ce que j'entends, de prendre... J'en sais rien. Il faut attendre 4-5 ans pour voir. Ok, ça marche. Je sais pas. Ça marche. Alors maintenant, on va aller plus loin. Fumer du cannabis peut-il aider un sportif à se détendre et à récupérer ou vaut-il mieux éviter? Sûrement pas. Le mieux, c'est la sophrologie, la cohérence cardiaque, la méditation. Il y a tellement de moyens naturels, même si ça peut être naturel, comme on dit, mais gratuit, on va dire, pour se détendre. Pourquoi aller chercher ça, quoi? Pourquoi pas faire les choses qui sont à la portée de ta main? Comme respirer, c'est gratuit. S'allonger, c'est gratuit. Se mettre en terrasse, regarder, être au soleil, ça détend, c'est gratuit. Pourquoi s'emmerder à prendre des produits qui coûtent cher? C'est sûr. J'aimerais parler de deux choses. C'est un peu polémique, mais tu as une formation là-dessus. Donc, j'ai 2 questions. Peut-on maigrir sans faire de sport? Et comment maigrir et perdre du poids rapidement sans faire de sport? Alors, on peut maigrir sans faire de sport, tout simplement parce qu'il y a plein de gens qui font du sport qui ne maigrissent pas. Regardez tous les gens qui courent autour de vous, ils font du sport, j'en connais plein, ils font 15 heures de sport par semaine, ils sont toujours aussi gros. Ce qui fait maigrir, c'est une restriction calorique, ça veut dire consommer dans sa vie quotidienne plus de calories qu'on ingère. Comme la balance est négative, on perd du poids. Si on mange plus, on grossit, si on mange moins, on maigrit, c'est mathématique. Cependant, il y a des métabolismes plus ou moins rapides. Donc il y a des gens qui vont maigrir plus vite que d'autres. Alors, ce qui fait grossir, c'est le stress. C'est-à-dire que le stress va t'amener à avoir une addiction, va t'amener à avoir des pulsions pour manger plus. Donc il faut travailler à l'origine, en amont, c'est sur le stress qui va te donner moins envie de manger du sucre. Une fois que tu as fait ça, le sport, là où il peut t'aider, c'est que tu vas prendre du muscle. Le muscle va accélérer ton métabolisme de base, il va brûler des graisses, mine de rien, il va te donner une meilleure silhouette et du coup, ça va te donner une apparence physique qui est beaucoup plus jolie. Mais tu prends un exemple. Faire du sport pendant une demi-heure, tu vas consommer 350 calories. Tu prends un pain au chocolat, c'est 400 calories. Donc il faut mieux enlever un pain au chocolat, c'est moins compliqué. Donc c'est bien l'alimentation qui te fera maigrir et pas le sport. Ça marche, merci. Et ça, je peux le prouver. D'accord. Alors, autre sujet polémique, je te pose la question et je développe avant que tu répondes. La musculation coupe-t-elle la croissance chez les adolescents? J'en ai parlé avec pas mal de coachs sportifs, ils m'ont tous dit, au contraire, ça favorise le renforcement des insertions musculaires et ça ne coupe pas la croissance, sauf si bien sûr, et encore c'est même pas couper la croissance, c'est abîmer les articulations si tu lèves trop lourd. Si tu as 14-15 ans et que tu lèves trop lourd, bien sûr que voilà. Mais si tu t'entraînes bien, est-ce que selon toi, un gamin de 14-15 ans qui fait de la muscu, ça va lui couper la croissance? Ils ont raison, j'ai commencé la muscu à 14 ans. Tous mes potes ont commencé la muscu à 14 ans à l'INSEP. Ils font tous entre 1m80 et 1m90. Ça, c'est un dogme. Par contre,
prendre des charges lourdes à 13-14 ans, des squats notamment, où tu écrases la colonne vertébrale, où le système musculo-squelettique n'est pas encore fait. On sait très bien qu'au niveau des cartilages, il y a le cartilage de croissance qui n'est encore pas fini, quoi, à 20-21 ans. Évidemment que si tu commences à 14 ans à faire des squats à 150 kg et tout, sauf je connais des gens, encore une fois, qui ont poussé très lourd jeunes, des gens qui ont fait de l'haltéro notamment, qui ont commencé en minime, benjamin minime, pas de problème de croissance. Donc ça prouve que même dans les excès, pas de problème. Par contre, il y en a qui ont des problèmes d'articulation quand ils poussent trop lourd n'importe comment. Mais si tu pousses lourd avec un bon coach, il n'y a pas de problème encore une fois. Des dogmes. Ok, ça marche. Jusqu'à quel âge faut-il faire du sport? Jusqu'à temps que tu meurs. Parce que tu sais pas, donc il faut continuer. Parce que comme tu ne connais pas la date de ta mort, sauf si tu es malade, bah faut continuer parce que c'est un mode de vie. Comment vieillir en bonne santé? C'est écouter son corps et bouger. Parce que les gens âgés, en général, on leur dit « bouge pas trop, tu vas te faire mal, mange moins, patati, prends pas de risque, tu vas mourir ». Et non, bah non. Au contraire, plus tu vieillis, plus tu as intérêt à bouger tes fesses, mais intelligemment. C'est pas faire des choses trop dynamiques, trop dangereuses pour ton corps. Mais il faut bouger, bien évidemment. Moi, j'ai que des exemples. Tous les gens que j'ai autour de moi qui vieillissent en pleine forme, c'est tous les gens qui sont presque dans le sport excessif, mais petite durée. Parce que dès que tu fais trop, tu catabolises, donc tu flingues ton système testostérone et donc tu vieillis plus vite. D'accord. Alors, là pareil, je te pose une question et après je développe avant que tu me répondes. Alors, peut-on s'entraîner quand on est blessé ou faut-il seulement changer l'angle et la manière d'entraînement si la blessure n'est pas très intense et ne nécessite pas de tout arrêter? Ou faut-il quand même s'arrêter jusqu'à ce que la douleur parte totalement? Deux choses. Le fameux ancien champion de France et d'Europe de bodybuilding me disait que si c'était une tendinite ou quelque chose de pas très grave, qu'on pouvait parfois continuer à s'entraîner mais en changeant l'angle. Mais surtout pas en forçant comme un taré. Autre chose, le Major Gérald se plaignait de douleurs tendineuses, donc il avait des tendinites. Et Christophe Cario lui a donné des conseils, donc on le voit dans une vidéo. Et il prend, alors je crois qu'il y a peptides de collagène et d'autres choses, je crois qu'il y a 3 ou 4 compléments alimentaires. Et le Major Gérald dit que de toute façon, il ne peut pas s'arrêter de s'entraîner totalement. Mais malgré tout, il a eu une amélioration sur l'intensité des douleurs, donc il a moins mal. Même mon frère qui avait des tendinites a testé les produits conseillés et pourtant il n'a pas arrêté de faire ce qui lui a causé les tendinites, mais déjà même au bout d'une semaine, il avait déjà moins mal. Bien sûr, si c'est grave, tu es obligé de t'arrêter. Mais si c'est pas très grave, est-ce qu'on peut continuer selon toi? Bien sûr, mais ils ont répondu, c'est évident. Déjà, il faut savoir pourquoi tu as la tendinite, c'est souvent lié à un mauvais mouvement, une mauvaise position, une mauvaise trajectoire ou un mouvement qui ne te convient pas. Donc tu commences par virer le mouvement, tu regardes ta position, tu étudies, donc ça c'est la biomécanique. Ensuite, si tu n'as pas les compléments alimentaires qu'il faut, notamment tu manques d'oméga 3, de collagène, ça peut être le cas. Et puis troisièmement, bien sûr que tu changes l'axe. Par exemple, moi je connais des mecs qui ont des tendinites quand ils font du développé incliné avec une barre et qui n'ont plus la tendinite, plus de douleur avec les haltères. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de mobilité et ils vont chercher un angle qui leur convient. Et la meilleure chose pour moi, c'est connaître son corps. C'est que tu te dis la douleur c'est une alarme. Donc si tu as une douleur, c'est que c'est pas bon. Par contre, si tu vois dans le même mouvement que tu n'as plus de douleur de cette manière-là, bah, tu fais cette manière-là, c'est que l'autre ne te convient pas. C'est l'adaptabilité. Ça s'appelle l'intelligence. Ça marche. D'ailleurs, tu sais, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de douleurs au coude et au poignet quand ils font du curl avec une barre droite. Mais quand ils passent au même exercice mais avec une barre EZ, ils n'ont plus mal. Moi, je travaille qu'à la barre EZ. Surtout quand tu as des valgus, quand tu as des coudes, tu as les bras qui partent de l'extérieur. Bien sûr, moi je connais plein de mecs. Moi, je ne travaille qu'à la barre EZ. Parce que si je fais trop longtemps de la barre droite, j'ai mal. Au même temps que quand je fais les tractions, si je fais les tractions avec cette position, il y a supination, pronation, avec les paumes vers moi, si c'est une barre droite, j'ai vite mal là. Par contre, si j'ai la barre un peu moyenne prise marteau, c'est entre neutre. Et là, c'est impeccable, j'ai plus mal. Il suffit que je varie de 2 cm. Donc, qu'est-ce que je fais? J'évite là où ça me fait mal. Parce que là où ça me fait mal, c'est qu'il y a une alarme. Et s'il y a une alarme, c'est que ça ne va pas. Il faut écouter son corps. Ok, ça marche. Alors là, pareil, je te pose une question, je développe et après, je te laisse répondre. Alors, le soja augmente-t-il le taux d'œstrogène et réduit-il la fertilité? Alors ça, il y a plein de gens qui disent ça. Pourtant, j'ai fait, on est en 2022, j'avais fait ces recherches-là en 2009-2010. Je n'avais rien trouvé en ce sens. La seule chose que j'ai trouvée, c'était un article en anglais d'une étude américaine financée par des industriels de la viande qui disait que la consommation de soja réduisait la fertilité et augmentait le taux d'œstrogène. Mais je me suis renseigné plus loin.
En réalité, le soja n'augmente pas le taux d'œstrogène, il augmente le taux de phytoœstrogène, mais les phytoœstrogènes sont entre 100 et 1000 fois moins intenses que les œstrogènes. Donc en fait, je repose la question, le soja, selon toi, ou factuellement parlant, pas que selon toi, augmente-t-il le taux d'œstrogène et réduit-il la fertilité? Il y a énormément de controverses là-dessus. Moi, j'en prends pas par précaution. Je pars du principe que quand il y a discussion sur un truc, c'est que c'est pas fiable. Si 100% des gens t'ont dit, faut pas prendre. 100% sur des années, tu prends. Quand il y a trop de controverses, c'est qu'il y a de la vérité d'un côté et de l'autre. Et quand il y a des gens, comme tu dis, industriels derrière qui sont là parce que c'est leur intérêt, c'est encore plus compliqué. Alors, quand c'est comme ça, dans le doute, j'en prends pas. Jamais, même pas un peu, de temps en temps, tu vas au resto chinois, tu prends... Si ça m'est arrivé une fois, mais non, j'en prends pas. J'aime pas trop, pas plus que ça, quoi. Mais j'évite. Okay, parce qu'il y a trop de débats sur le sujet. Je te pose la question, je développe et je te laisse répondre. La créatine est-elle vraiment utile pour les sportifs et peut-elle être dangereuse? Je connais un monsieur que je ne citerai pas, qui a une boutique de compléments alimentaires, qui conseille de consommer souvent des protéines toutes les 3 heures et aussi de la créatine. Et un jour, il y a un rugbyman qui est allé le voir pour acheter de la créatine. Et le vendeur de compléments alimentaires lui a conseillé de consommer je ne sais plus quelle quantité. Sauf que le rugbyman s'est retrouvé aux urgences et il a un rein complètement bousillé aujourd'hui. Parce qu'il a trop consommé, en fait il a surconsommé de la créatine sur quelques mois. Donc selon toi, est-ce que c'est utile et efficace de consommer de la créatine? Est-ce que ça peut aider un sportif? Et est-ce que ça peut être dangereux pour la santé? C'est comme tout. La créatine, il y a les études, elles sont très claires. Toutes les études prouvent que tu prends de la force avec de la créatine. Tu prends un peu de masse, que tu récupères plus vite. Donc ça, c'est les études, c'est pas Franck Ropers. Moi, j'en prends par cure. De ce que j'ai vu dans toutes les études, à partir du moment où tu dépasses pas une certaine dose, on les connaît les doses, en fait, tu n'as aucun risque pour le rein et on n'a jamais prouvé que la créatine était nocive pour le rein. Cependant, c'est comme tout, si tu bois 50 cafés par jour, si tu prends 15 grammes de vitamine C par jour ou que tu manges 80 œufs par jour, même si c'est naturel, tu vas avoir des problèmes. Donc en fait, puis lui, qu'est-ce qu'il n'était pas sensible? Est-ce qu'il n'avait pas une sensibilité? Est-ce qu'il n'avait pas une carence au niveau rénal? Tu vois, c'est toujours pareil. Tu prends de l'alcool, il y a des gens, 3 verres d'alcool, ils sont sous. T'en as non. Donc c'est toujours pareil. Mais moi, de mon expérience, ça fait quand même 45 ans de muscu, tout le monde prend de la créatine autour de moi. J'en ai pris. Moi, je fais des bilans sanguins réguliers. J'ai pas de soucis, quoi. Et les potes, j'ai jamais vu un pote qui avait des soucis. J'ai jamais entendu un cas comme ça. Mon ami, peut-être qu'il avait une déficience rénale. Peut-être. Et il ne savait pas. Et là, il l'a découvert. Par contre, prendre de la créatine en plus finir de manière débile. Pareil, les gens, des fois, ils prennent de la créatine en une fois. Il faut la répartir sur la journée, on sait. Les études le prouvent, c'est plus efficace. Ouais. Par contre, Mais il ne faut pas en abuser. L'ancien champion de France et d'Europe en bodybuilding, bon, maintenant il est très âgé, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais je sais qu'il avait une science énorme dans tout ce qui était nutrition. Et lui me disait, alors toi tu me dis que tu la prends par cure, et justement lui me disait qu'il fallait prendre de la créatine par cure parce que au bout de je ne sais plus quel moment, la charge dans les muscles ne se faisait plus et l'organisme éliminait ce que tu consommais. Mais il a raison, en fait, normalement il faut la prendre toute l'année. Mais moi je la prends par cure parce que je teste. Moi je la prends pas pour prendre de la force, je m'en fous. Je teste, donc je regarde, alors je prends des fois 1 mois, je prends 2 mois et je regarde. Et pour ces 2 mois, je prends de la force. Je le vois. Mais moi je le prends pas comme complément, je le fais pour tester. Okay. Donc, mais sinon il a raison, c'est prendre tout le temps. Non, lui, justement, il me disait pas tout le temps. Ah bon? Il me disait d'en prendre par cure, mais au bout d'un moment, d'arrêter parce que c'est clair. Ton corps, une fois qu'il en avait trop stocké, il éliminait le reste et il l'assimilait plus. De toute façon, c'est comme tout. C'est ce que je t'ai dit, quand tu fais toujours pareil, le corps, il s'habitue et il ne réagit pas. C'est pour ça que moi, je fais des cures, mais je sais qu'on peut en prendre toute l'année. Oui, il y en a qui le conseillent. Oui, et puis ils ont des résultats, voilà. Mais après, moi, je ne suis pas suffisamment calé. Mais moi, je le fais par cure et je le vois, au bout d'un mois, pour 1 mois, ça commence à réagir. Ok, ça marche. Mais c'est pas non plus des anabolisants, c'est pas spectaculaire. C'est sûr. Ensuite, alors, prendre de la carnitine est-il efficace pour perdre du poids? Et faut-il faire attention aux brûleurs de graisse ou est-ce sans danger? Alors, carnitine, moi j'ai déjà essayé, ça m'a rien fait. J'ai des potes qui essayent, ils me disent qu'ils transpirent un peu plus. Je pense que ça agit surtout si tu fais des sports d'endurance, mais j'ai pas vu d'effet spectaculaire. Par contre, il y en a qui disent que oui, moi, à mon expérience,
Même autour de moi, je ne vois pas de cas exceptionnels. Les brûleurs de graisse, je suis contre. Beaucoup de caféine, beaucoup de guarana, beaucoup de ci, beaucoup de ça. Des fois, il y a des cochonneries dedans. Et encore une fois, tu accélères le métabolisme, oui, mais sous quel prix sur le plan cardiovasculaire? Tu as des brûleurs de graisse qui sont très très nocifs, hein, on le sait. Alors oui, pour un bon brûleur de graisse, mais encore une fois, tu prends 2 bons expressos, des doubles expressos, comme je fais souvent, comme tu m'as vu ce midi. Et puis, tu prends un peu de guarana, et puis voilà, c'est bon, quoi. Moi, je ne suis pas trop chimique, je ne suis pas trop des trucs comme ça. Moi. Ok, ça marche. Ensuite, est-ce que la consommation de collagène ou de chondroïtine et de glucosamine est-elle utile pour protéger ou réparer les tendons et les articulations? Ouais, moi, je pense que c'est utile. D'ailleurs, il y a un article qui a été écrit par, je crois que c'est Christophe Fiario. Top, excellente qualité, bien sûr, évident. Surtout quand tu prends de l'âge. Ok. Évident. Ça marche, merci. Ensuite, les acides aminés sont-ils un bon complément alimentaire ou est-ce inutile d'en consommer? Toujours pareil, si tu t'entraînes à jeun, c'est bien d'en prendre avant. D'accord, parce que tu es quand même à jeun, hein, ça évite la dégradation musculaire. Si tu as suffisamment de protéines dans la journée, donc 2 grammes 2 par kilo de poids de corps, tu as besoin, ils sont dedans. Tu n'as pas besoin, tu te surcharges inutilement, tu dépenses de l'argent inutilement. Par contre, si tu ne consommes pas de checker ou que tu n'as pas assez de protéines dans la journée, tu as 1 gramme 2, 1 gramme 3, bah, tu as intérêt à en prendre. Mais surtout utile pour les gens qui s'entraînent à jeun, qui font le jeûne intermittent, parce que du coup, ils n'ont rien dans le bide avant de s'entraîner et d'avoir un peu de 5 grammes à 10 grammes de BCAA, c'est pas mal, quoi. Ok, ça marche. Ensuite, se supplémenter en glutamine est-il utile? Ah oui, pour la digestion. Bah oui, très bon. Glutamine, très bien. Ouais. Ok. Et ensuite, les probiotiques sont-ils bons pour la santé et pour la digestion? Évidemment. D'avoir un bon environnement microbiote, bah c'est un deuxième cerveau. Hein. Donc c'est bien de manger correctement, mais si tu assimiles mal, ça ne sert à rien. Si tu manges 1 kg de poulet par jour et puis que tu n'en assimiles que 100 grammes, ça ne sert à rien. Il faut mieux en prendre que 500 et assimiler 400. Donc bon microbiote, bonne santé mentale, on sait, ça évite les dépressions, bonne santé physique. Moi, je prends régulièrement des probiotiques, quoi. Hyper important, garder un bon microbiote. Ok, ça marche. Ben écoute, merci beaucoup pour tout ça.